Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec le dernier sommet de l'année des dirigeants de l'Union européenne. Ceux-ci ont peiné à parvenir à une solution commune sur la crise des migrants et les discussions sur le référendum de l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne ont révélé le fossé qui sépare les pays. Plus d'1 million de migrants et de réfugiés sont arrivés cette année en Europe. Mais les profondes divisions ont été dévoilées au grand jour quand seuls 8 dirigeants européens sont venus participer aux discussions avec la Turquie, pays par lequel transite la majorité des réfugiés. Cette réunion a porté sur des questions que les dirigeants croyaient déjà réglées, telles que les centres de réception. Tous les éléments d'une stratégie sont ici, mais il existe encore un déficit au sujet des centres de réception, des relogements et des retours. Par-dessus tout, nous échouons à protéger nos frontières externes. Les pays européens ne sont pas non plus parvenus à se mettre d'accord sur le projet de création d'une agence des frontières et des gardes-côtes, ayant le pouvoir d'intervenir n'importe où dans l'Union sans permission préalable des gouvernements nationaux. Les dirigeants ont également discuté du référendum que prévoit d'organiser la Grande-Bretagne sur sa sortie de l'UE. Le Premier ministre britannique David Cameron tente de renégocier l'adhésion de son pays afin de faire en sorte que les électeurs choisissent de rester dans l'Union européenne. L'une des principales demandes britanniques est le gel pendant 4 ans des avantages sociaux des migrants européens travaillant au Royaume-Uni. Une demande qui remet en question le principe de liberté de mouvement. Il n'est pas acceptable de revoir ce qui fonde les engagements européens. Mais à l'issue des discussions, le Premier ministre britannique s'est montré optimiste. Nous avons fait un grand pas en avant vers un meilleur accord pour la Grande-Bretagne, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Un récent sondage a révélé pour la première fois qu'une majorité de Britanniques pourrait voter en faveur de la sortie de l'UE. Et le Premier ministre britannique David Cameron a appelé à modifier le règlement limitant l'accès au système national de sécurité sociale à la main-d'œuvre des autres nations composant le bloc de 28 pays. La chancelière allemande Angela Merkel a évoqué les tensions relatives à la liberté de mouvement au sein de l'Union européenne. La dirigeante s'exprimait à l'occasion de la réunion des dirigeants européens qui se déroulait à Bruxelles. On l'écoute. Concernant la liberté de circulation, on doit observer un phénomène qui, après tout, lorsqu'on parle de liberté de mouvement, concerne la liberté de mouvement de personnes ayant un emploi et non de celles qui en cherchent un, les chômeurs. Puis vient la question de savoir quand ces personnes pourront bénéficier d'avantages sociaux. À l'évidence, nous avons toujours des emplois qui impliquent une part de déplacement et une autre d'avantages sociaux. C'est ici que résident les tensions et nous devons les gérer. Malgré la saison hivernale, les réfugiés et migrants partis des côtes turques continuent d'arriver sur les îles grecques. La Grèce doit faire face à la confusion provoquée par ces migrants en difficulté. Ces derniers se retrouvent en effet bloqués en Grèce puisque plusieurs pays ont pris la décision de fermer leurs frontières à tout réfugié syrien, irakien ou afghan. Ils viennent du Maroc, du Mali, d'Iran et du Pakistan et ne sont pas considérés comme des réfugiés. Ils ne savent pas où aller ou que faire. Plusieurs centaines ont passé presque une semaine dans ce stade avant d'être priés de partir. Certains seront expulsés, les autres ont déjà disparu. Mais tous sont bloqués dans un pays qui n'a pas grand-chose à leur offrir. Aide au logement et aide alimentaire ne font pas exception. Je n'ai pas d'argent maintenant. Je n'ai pas mangé quelque chose depuis hier. Je n'ai mangé rien. C'est un grand problème, ça. Tous les hommes qui sont là ne mangent rien depuis hier, à la matin. Taha a dépensé tout son argent, 3 000 €, pour venir en Grèce. Ici, comme d'autres compatriotes, il espérait rejoindre le nord de l'Europe pour y trouver un travail et aider sa famille à son retour. Nous voulons une solution pour aller à l'Europe, pour rentrer. Nous ne voulons pas assis ici et ne voulons pas retour au Maroc. Certains sont à tel point désemparés que retourner dans leur pays est la dernière possibilité qui leur reste. En quelques jours, le bureau d'Athènes de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a inscrit 250 personnes ayant fait connaître leur souhait de retourner dans leur pays. La plupart sont des citoyens marocains.
Avec le financement de l'Union européenne qui devrait être versé au cours de l'année prochaine, l'OIM ne pourra réaliser qu'1 millier de retours au pays. Même si nous n'avons pas assez d'argent, on en trouvera. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. La question est de savoir s'ils peuvent éviter le beau discours des passeurs et d'éviter de mourir à tout moment. En marge de la crise des réfugiés, il y a aussi une crise humanitaire qui concerne les Grecs, les migrants et tous ceux qui meurent en tentant de trouver quelque chose de mieux. La seule chose que nous pouvons faire pour eux en ce moment, c'est de leur proposer un rapatriement volontaire. Finalement, le gouvernement a fourni un abri temporaire pour les migrants. Il s'agit d'un autre stade qui se trouve dans l'ancien aéroport d'Athènes. Alors que le recensement de ceux qui passent la frontière reste un processus difficile, la mise sur pied de nombreux points névralgiques sur les îles grecques semble avancer à un rythme rapide. C'est là que réfugiés et migrants sont enregistrés et qu'ils suivent les procédures. Ces lieux étaient exigés par l'Europe au gouvernement grec dans l'objectif de gérer une immigration à laquelle les habitants s'opposent fortement. Je ne suis informé que d'un seul problème, sur l'île de Kos où la population se montre très hostile. Mais à un moment donné, le gouvernement doit prendre des décisions. Les autorités locales doivent être une composante de la solution et non une part du problème. Les maires doivent comprendre qu'ils ne peuvent causer tant d'ennuis à ces gens. En effet, quel est l'intérêt qu'ils vivent dans les rues, alors qu'ils pourraient être ailleurs, à l'abri et sans déranger les communautés locales? En attendant, ils sont plusieurs milliers partis des îles grecques arrivés au port du Pirée. Ils ont avec eux l'espoir de se rendre en Europe, comme ces Irakiens qui affirment vouloir atteindre l'Allemagne. Mais ils ne partiront pas tous au même moment. À la nuit tombée, nombreux sont ceux qui s'évanouissent dans l'obscurité du centre-ville. Les autres qui n'ont pas d'argent pour continuer et franchir la prochaine frontière attendent ou tentent de trouver un passeur et une autre façon de poursuivre leur voyage. Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est entretenu avec CCTV sur des sujets majeurs tels que le conflit avec la Turquie et la lutte de son pays contre le terrorisme. Début décembre, la Turquie a envoyé des troupes au sol d'environ 150 hommes ainsi que des véhicules blindés à Mossoul dans le nord de l'Irak. Ankara a indiqué qu'il entraînerait les forces locales kurdes à combattre les groupes extrémistes et ce à l'invitation du gouvernement irakien. Cependant, lors d'un entretien avec CCTV à Bagdad, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a réfuté ce point et fermement protesté contre les actions de la Turquie. Le déploiement des forces turques dans le nord de l'Irak n'a reçu ni l'approbation du gouvernement irakien, ni n'a été invité par le gouvernement. Aucun pays ne peut entrer dans un autre pays au nom de la lutte contre le terrorisme, en particulier quand il n'y a pas de groupe extrémiste localisé dans la région de Mossoul où les forces turques ont pénétré. Al-Abadi a exhorté la Turquie de retirer ses forces dès que possible et appelé à une coopération plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. L'Irak et la Turquie continuent actuellement leurs pourparlers sur cette question du retrait. Nous ne voulons pas que l'Irak devienne un lieu d'affrontement entre les puissances régionales, tout comme nous ne voulons pas que la Turquie interfère, ce qui pourrait être suivi par l'Iran, la Jordanie, l'Arabie saoudite et d'autres pays. Nous espérons vaincre les groupes extrémistes et devenir une région pacifique, et que les pays voisins pourront nous aider dans ce combat plutôt que de déclencher des conflits. Le Premier ministre a déclaré que l'Irak était actuellement une puissance majeure dans le combat contre les groupes extrémistes au sol, alors que la communauté internationale a aussi offert d'apporter son aide. Cependant, alors que les prix du pétrole ont plongé ces 10 dernières années, Al-Abadi a indiqué que le budget du gouvernement avait réduit d'environ 30% comparé à la période d'avant-guerre. Et pour ce pays exportateur de pétrole, il s'agit là d'un défi à surmonter face à la hausse des coûts militaires. La conférence mondiale de l'Internet s'est achevée hier vendredi à Wuzhen, dans l'est de la Chine. Plus de 2000 personnes s'étaient rassemblées pour cette réunion de 3 jours, dont des entrepreneurs d'Internet et des représentants gouvernementaux. C'était l'occasion pour les entreprises de présenter leurs technologies et leurs produits et pour la Chine d'exprimer son point de vue sur le développement de l'Internet mondial. L'ancienne ville pittoresque de Wuzhen était la scène d'un sommet mondial sur la nouvelle industrie, celle de l'Internet. Lors de la réunion, le thème était la connexion et la communication de tous.
partagé et gouverné par tous. Lors d'une conférence de presse organisée à la fin de la conférence, Zhou Qianlian, directeur adjoint de l'administration de l'espace informatique de la Chine, a souligné le besoin de construire une unité d'espace informatique au travers du monde entier. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué l'appel de la Chine. Lors d'un discours clé le jour de l'ouverture, le président Xi Jinping a appelé à de nouvelles règles mondiales sur la gouvernance de l'Internet, s'opposant à une hégémonie informatique. Il a souligné que chaque pays devait avoir son droit de souveraineté pour gouverner l'Internet. Tous les pays devraient se rassembler contre l'abus de la technologie informatique, la surveillance de l'Internet et les attaques informatiques contre un espace informatique armé. Les propositions de Xi Jinping ont soulevé des discussions lors de la conférence. Chaque pays a un rôle à jouer en ce qui concerne la sécurité informatique. Chaque pays doit travailler ensemble pour combattre le terrorisme, tout comme chaque pays doit travailler ensemble sur les questions de sécurité liées à l'informatique. L'avis de la Chine sur ce qui se passe sur Internet et partout dans le monde est très important. C'est bien d'organiser cette conférence ici et d'entendre des points de vue de pays asiatiques sur le développement de l'Internet. Nous devons partager nos idées. Je viens du Chili et l'Internet a également une grande influence sur notre société et change la façon dont les gens construisent leurs relations, la manière dont ils achètent leurs produits, et nous devons parler de cela et discuter de comment bénéficier davantage de l'Internet. Je pense que la Chine y joue un rôle important et que la Chine est également un meneur du développement de l'Internet. Il est important d'être ici pour voir ce que le pays pensera du développement de l'Internet à l'avenir. La conférence mondiale de l'Internet à Wucheng présente également des produits technologiques avancés qui commencent déjà à changer nos vies. Lors d'une exposition appelée La lumière de l'Internet, près de 260 entreprises du monde entier ont présenté leurs produits novateurs, tels que des voitures sans conducteur, des caméras de réalité virtuelle et la technologie de communication 5G. L'innovation Internet et son développement durable étaient des thèmes clés de la conférence mondiale de l'Internet 2015 qui se tenait à Wuhan. À cette occasion, notre chaîne a porté une attention particulière aux perspectives de coopération sino-africaine en termes d'Internet. Le ministre ougandais des technologies de l'information et des communications estime que la coopération sino-africaine a un bel avenir. Il a même encouragé sa fille à partir étudier en Chine afin de bien maîtriser la langue chinoise. Il a déclaré que le potentiel de la coopération de l'Internet entre la Chine et les pays africains est à ses yeux énorme. Nous venons de signer plusieurs accords entre le gouvernement des pays d'Afrique de l'Est et de la Chine pour construire une autoroute de l'information pour l'Afrique. Li Yifei, secrétaire du PCC de Yiwu, l'un des pôles commerciaux de l'Est de la Chine, estime que les commerces en ligne favoriseront les échanges de marchandises entre la Chine et les pays africains. Chaque jour, plus de 400 000 colis partent de Yiwu vers les 4 coins du monde, dont l'Afrique. Je pense que dans le domaine de e-commerce, la Chine et les pays africains ont une grande marge de coopération. Le commerce en ligne est en pleine croissance en Afrique, tout comme l'usage du smartphone et la pénétration d'Internet sur le continent. Nous sommes en train de construire notre backbone, c'est-à-dire interconnecter toutes les régions de notre pays via la fibre optique. Nous avons pris plusieurs sorties vers les points d'atterrissement. Donc je pense que d'ici quelques années, notre taux de pénétration Internet sera nettement plus élevé, ainsi que le rapport qualité-prix. Le forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu début décembre. La coopération des commerces en ligne a été encadrée par 10 projets majeurs de coopération sino-africaine. Lors de la conférence mondiale de l'Internet, les deux parties ont une fois de plus été convaincues que cela ouvrira une nouvelle ère dans les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains. Technologie toujours, les ingénieurs indiens possèdent deux avantages. Ils évoluent au sein d'entreprises technologiques de qualité et ils baignent dans un environnement anglophone. Ces facteurs ont largement contribué à l'essor de l'industrie technologique de l'Inde. La prochaine phase de développement concerne l'émergence de nouvelles start-up indiennes créées par ces nouveaux talents et de plus en plus plébiscitées par rapport aux multinationales classiques. Reportage à New Delhi.
L'actuel PDG de Google d'origine indienne, Sundar Pichai, est une source d'inspiration unique pour la jeune génération indienne. Sa visite en Inde suscite toujours l'admiration de tous les jeunes Indiens se voyant déjà dirigeants d'entreprises technologiques. Le PDG de Google représente exactement ce à quoi les ingénieurs développeurs de logiciels indiens aspirent. Sundar Pichai rappelle que la prochaine phase de développement de cette industrie technologique indienne concerne désormais le marché des startups. Tous les ans ou tous les 2 ans, au moment où j'effectue ce voyage en Inde, je m'attends toujours à assister à ce changement. Ce n'est que lors de mon voyage l'an dernier où j'ai vraiment ressenti que la culture start-up s'était enracinée dans le pays. Il est toujours incroyable de voir l'échelle indienne grandir au fil des ans. Le pays a besoin d'entrepreneurs ambitieux pour bouleverser, construire de nouvelles choses en général en Inde. Je pense qu'il s'agit d'une occasion unique pour l'Inde qui présente déjà tous les éléments pour mener à bien ce changement. Ainsi, l'Inde est en excellente position pour réussir. L'Inde ambitionne de devenir la Silicon Valley de l'Orient. Le pays entend mettre sur pied une culture start-up et encourager sa jeunesse à créer ses propres emplois. Cet objectif est également crucial pour garantir à l'avenir les emplois nécessaires à la population active indienne qui ne cesse de grandir. Ainsi, les ingénieurs du pays, qui étaient jadis les fers de lance du développement de l'industrie technologique indienne, entendent aujourd'hui alimenter la croissance des nouvelles start-up du paysage entrepreneurial indien. Les ingénieurs développeurs de logiciels indiens sont largement responsables de la réussite de l'industrie des services technologiques indiens. Certains espèrent toujours rejoindre les rangs des plus grandes multinationales du secteur, mais d'autres sont maintenant déterminés à participer à l'essor du marché des startups à travers tout le pays. Raman Roy est connu pour être le père de l'industrie de la sous-traitance indienne. Il a fondé Spectramine en l'an 2000, qui a été racheté quelques années plus tard par Wipro, l'une des entreprises technologiques les plus puissantes du secteur dans le pays. Raman rappelle que les ingénieurs constituaient l'épine dorsale de l'essor de l'industrie high-tech indienne. Selon lui, l'Inde doit désormais utiliser ses ingénieurs et tous ses autres talents pour construire ensemble les bases de la nouvelle croissance issue du développement du marché des startups. Les ingénieurs joueront un grand rôle dans la création de nouvelles plateformes, des nouvelles applications et dans la création du nouvel écosystème. Mais le savoir-faire ne viendra pas seulement des ingénieurs. Il viendra également des autres talents indiens. Ce sera le mariage entre les ingénieurs et les autres talents qui lancera réellement le début de la croissance des startups indiennes. Une main-d'œuvre éduquée avec une grande capacité d'apprentissage reste l'une des plus grandes forces de l'Inde. Même les géants comme Google ont commencé à planter leurs graines en finançant des programmes pour des startups indiennes dans le mobile à hauteur de 50 000 $. Le gouvernement indien entend également faciliter le processus de création de startups dans tout le pays. Aujourd'hui, on constate que nombre de startups indiennes préfèrent s'installer à Singapour. Le gouvernement indien prévoit d'améliorer le régime fiscal, le processus d'octroi des licences d'exploitation, ainsi que l'ensemble de l'écosystème pour que le rêve de devenir la Silicon Valley de l'Orient puisse enfin devenir réalité. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour une nouvelle édition d'Afrique Info. A tout de suite sur CCTV Français.